Nous voilà de retour, très heureux de vous retrouver. On va avoir le plaisir de vous présenter la deuxième session de pitch. Hier, pour ceux qui étaient là à 17h, à 16h30, 18h, il y avait une session de pitch avec 10 beaux projets et on a 10 magnifiques projets encore à vous présenter aujourd'hui. Ils viennent encore une fois d'un peu partout dans le monde. Ils ont été sélectionnés parmi les 211 projets qu'on a reçus des 26 pays. Vous allez voir, on va continuer à se balader. On va aller en Grèce, on va aller en France, bien évidemment. On va aller dans d'autres pays. On va vous raconter tout ça. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là hier, juste une petite explication. Ils ont 5 minutes pour pitcher. 5 minutes seulement pour pitcher, pour raconter, pour diffuser une vidéo. Il y a un petit compteur qui est là. On n'est pas méchant, mais on essaye de respecter le temps. Et voilà. Donc, vous aurez l'opportunité de les découvrir. Et après, vous pourrez tous les rencontrer. Et bien sûr pendant le déjeuner et au marché où ils seront très heureux de vous accueillir pour parler de leur projet et écouter vos sollicitations de financement éventuelles. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec un premier projet, un projet hollandais de la société de production AK Film qui s'appelle Loud et dont une des phrases fondamentales qui nous a beaucoup plu, c'est « Que faites-vous quand le monde devient trop fort ?» You have 5 minutes. It's time to you to speak. Great. I'll brush up my French next time I come here. Bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Aneta Lesnikovska, je suis productrice du projet Loud. Je souhaiterais vous présenter, vous montrer le début de mon projet et pour commencer un bref extrait réalisé par un artiste vidéo appelé Tino Hauer. La vidéo s'intitule MTV. So what you see there. Cette vidéo MTV me donne envie de fumer du crack. Elle fait partie des 16 vidéos qui font partie du projet et qui comportent le son que vous avez entendu. C'est l'univers de Philippe, le personnage principal de mon projet intitulé Loud. Philippe est un enfant qui ne supporte pas l'agressivité et le fort volume du monde autour de lui. Donc il décide de se boucher les oreilles et de contrôler ainsi ce qu'il entend du monde qu'il entend. Dans le film, quelques années après, il a grandi et il ne cesse de boucher et déboucher ses oreilles dès qu'il assiste à une interaction à laquelle il ne veut pas partager ou dès qu'il veut percevoir le monde différemment. C'est ce qu'il fait. Son histoire est celle d'un voyage qui nous montre qu'il est possible de contrôler sa vie et d'avoir peur de la vie. Nous vivons peut-être tous cette expérience-ci. Et David nous a montré qu'il a appris qu'en se connectant et se déconnectant, il est possible de vivre une vie agréable et d'en profiter. Je ne vais pas vous raconter la totalité de l'histoire. Le projet Transmédia évolue à travers différents types d'environnements. Ils sont en jeu au moment où on ne voit pas le film, c'est-à-dire pour la biographie de David entre son 6e et son 14e anniversaire. Nous avons créé sur une plateforme un jeu d'aventure avec texte, vous le voyez ici. Je reviens à la slide précédente. Il s'agit d'un jeu à deux sens. Nous avons créé un environnement dans lequel nous posons les questions motrices de ce projet, à savoir, qu'est-ce que vous faites quand le monde devient trop fort? Dans le cas de Philippe, il se bouge les oreilles, mais nous voulons imaginer ou sonder les possibles réactions spontanées des personnes au volume fort du monde. Ce fort volume, nous y sommes tous confrontés. Non seulement un volume sonore, mais également trop d'apports et à une trop grande quantité d'informations. Enfin, dans le jeu se développe, ce que vous pouvez faire dans ce jeu, c'est dessiner votre propre carte de la trajectoire ou bien tenter de créer et vivre votre propre univers sur une cartographie. Vous le voyez ici par exemple.
Enfin, un autre volet de ce projet Transmédia est un événement réel qui a été lancé en mai cette année, financé totalement par une fondation artistique, celle d'Amsterdam. Vous voyez sur cette image un projet que j'ai réalisé avec mon collaborateur. Nous avons recréé une sorte de sonotone gigantesque qui nous permet de nous représenter visuellement ceci. Ainsi, même si vous ne connaissez pas Philippe, ce n'est pas très important. Vous pouvez tout simplement, lorsque vous participez à cette installation en direct, vivre son expérience sonore. Nous avons travaillé avec un institut cinématographique qui est notre partenaire, l'Institut cinématographique des Pays-Bas, qui nous a donné accès à plus de 500 installations, qui nous a permis d'exposer des photographies. Il était intéressant de voir comment les personnes utilisent et participent activement à ces installations, chacune à sa manière. Il s'agit, grâce à ces outils, de se rapprocher de l'environnement ou bien de communiquer avec l'autre rive du fleuve. Je ne voudrais pas vous noyer dans les informations techniques, mais vous donner quelques informations sur le fonctionnement de notre projet. Enfin, la recherche de ce projet consiste en l'objectif suivant: nous représenter 2 concerts avec les participants, les utilisateurs et les partenaires de notre projet, les différents moyens que nous mettons en œuvre pour gérer le volume sonore qui nous entoure. Nous avons commencé avec un film, avec FilmLab à Amsterdam. Nous avons réuni des joueurs de Suède, Danemark, Hollande et l'Inde, Allemagne, afin de réfléchir à une possible narration de l'histoire qui mènerait non seulement à un jeu, mais apporterait également l'émotion que l'on ressent habituellement lorsqu'on écoute de la musique ou qu'on est confronté à des choses qui sont à une forte valeur affective. Le résultat après 48 heures a été que nous avons besoin d'un jeu qui se concentre également, qui reste axé sur l'idée de passer le niveau suivant. C'est pourquoi nous avons construit notre chronologie. Comme vous le voyez, l'installation est déjà passée. Elle va voyager, faire une tournée dans différentes villes où le jeu sera présenté. Le film dispose déjà de 250 000 €. Nous cherchons encore des coproducteurs et nous allons, dans les semaines qui viennent, poursuivre le développement du jeu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, pardon, avec une production française qui s'appelle Looking for Galt. La société de production, c'est Full Rhizome. Bienvenue. Et puis ils vont répondre à cette question terrible qui est Do you know Galt? Oui, bien sûr. Bonjour, merci de nous avoir invités, c'est cool d'être ici. Donc moi je suis un des 2 auteurs-réalisateurs de ce projet, Looking for Galt. Je m'occupe aussi de Gasface. On a réalisé New York Minute avec Arte. À côté de moi, c'est Julien Berlioz, donc le producteur qui s'occupe de Full Rhizome. Bonjour. Et donc voilà, Looking for Galt, en fait, c'est quoi? C'est un road movie. C'est l'histoire de 2 Français, donc les 2 auteurs, qui se retrouvent à New York à la recherche d'une légende du jazz. Le Galt du titre, c'est Galt MacDermot, donc l'auteur-compositeur de la comédie musicale Air. Donc un monstre sacré à Broadway et aussi depuis les années 90 une figure devenue un peu culte pour les générations hip-hop et électro, puisqu'on le retrouve samplé chez Nas, Run DMC, les Chemical Brothers, Snoop, et la liste est juste énorme. Donc voilà, le problème c'est que ce monsieur est un peu une sorte de Salinger de la musique et qui vit reclus dans son manoir, qui paraît-il est planqué sur une île à une demi-heure de Manhattan. Donc voilà, il a 83 ans et nous on a eu la bonne idée d'aller l'embêter. Et du coup, nos indices pour cette quête, c'est un peu justement ceux de notre génération, c'est-à-dire les rappeurs et les producteurs hip-hop qui ont samplé son œuvre et qui la connaissent très bien. Donc, en résumé, c'est un portrait hip-hop d'une légende jazz et aussi un chouette prétexte pour aller voir, un peu pour aller demander au hip-hop ce qu'on lui a jamais demandé, à savoir ce qu'il aime, ce qui le fait vibrer et d'où il vient. Et aussi une opportunité pour nous d'aller à New York et de s'y perdre et peut-être de s'y trouver. Donc voilà, on va regarder la vidéo, la bande-annonce. En cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène tomberont automatiquement devant vous. Placez le masque sur le visage et respirez normalement. How come you have this little camera here? What is it for? How come it's blinking red right now? Why is it blinking red? What do you use it for?
me, sir. Do you know where is gold? Gold? Yeah. No. No gold. Hi. Where is gold? Where's what? Gold. Where is God? Gold. Gold. I have no idea. You're looking for gold. Get out. Qu'est-ce que ça veut dire? God de la pêche. I'm out of here. Go to hell, leave me alone, and take that shit in the butt. G-A-L-T. Never heard of it. Sorry. Donc voilà pour la bande-annonce, ça jouait pas tout à fait comme il faut, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, normalement là c'est le moment du pitch où on parle de dispositif. Mais avant peut-être une petite question pour demander un peu réfléchir ensemble. Un webdoc, ça sert à quoi? C'est quoi la finalité? Est-ce que c'est de torturer des programmeurs? Est-ce que c'est de faire, je sais pas, un truc pour épater des producteurs avec un dispositif narratif tellement compliqué et tellement ingénieux que les utilisateurs n'ont pas envie de s'en servir? Des fois, ça fait un peu penser au livre dont vous êtes le héros avec une facture free en plus. Ou un webdoc, ça peut aussi être une belle histoire avec une vraie touche d'auteur et qu'on a envie de raconter au monde entier, donc avec la magie du World Wide Web, puisqu'on est sur ce truc-là. Donc voilà, en fait, pour finir le pitch, j'ai remarqué qu'on parle souvent de dispositif et j'ai l'impression que souvent on se prend un peu trop la tête et jamais de stratégie en fait. Donc Looking for Galt en stratégie, c'est 12 semaines de lancement et d'attention captive auprès des internautes. C'est un deal avec Dailymotion Monde dans 27 pays, donc de la Russie aux États-Unis, en Allemagne, en France, voilà. Une stratégie de community management qu'on dirige vers un réseau de blogs prescripteurs à l'échelle mondiale et qui vont reprendre nos contenus semaine après semaine pendant 12 semaines, je répète. Et du coup, voilà, c'est un modèle qu'on a éprouvé et qui marche, qu'on a éprouvé avec New York Minute, donc on a fait avec Arte, qui a dépassé le million de vues et qui était le plus gros succès web d'Arte en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon. Donc voilà, s'il y en a que ça branche, venez nous voir. Après, s'il y en a que ça branche de participer à ça, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci, je finis un peu plus tôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup et encore désolé pour la vidéo, mais vous pourrez la voir sur le site, elle est présente. Il y a une zone sur le site qui s'appelle Market 2012 et vous retrouvez toutes les vidéos des projets qui ont été présentés et les dossiers qui les présentent. On va accueillir maintenant les films d'ici, qui est une production française, enfin une société de production française et qui va nous présenter garedunord.net. Alors pour vous situer, tous ceux qui sont venus ici au Stade de France sont a priori passés par la gare du Nord, soit en RER, soit en Eurostar, soit en Thalys, soit par un moyen ou par un autre. C'est la première gare en Europe ou dans le monde et c'est surtout un endroit exceptionnel parce que ça rassemble des vies de tout type et de partout. Voilà, c'est un projet qu'on a trouvé superbe et qu'on avait envie de partager avec vous. Vous avez 5 minutes, c'est à vous. Merci. Donc oui, bonjour. Il y a de fortes chances que vous soyez passé gare du Nord et probablement vous n'y avez pas prêté particulièrement attention. Parce que la gare du Nord, c'est la plus grande gare d'Europe, c'est la 3e au monde. C'est 500 000 personnes qui passent là chaque jour venant de Paris, de banlieue, de Lille, d'Amsterdam. 500 000 personnes, 500 000 trajets, 500 000 itinéraires, 500 000 histoires. À la gare du Nord, plusieurs gares sont entassées les unes dans les autres. Le sous-sol est fait de 2 gares urbaines, celle du RER et celle du métro. Puis, en s'élevant vers la lumière, on a la gare des destinations de plus en plus lointaines. D'abord celle de banlieue, puis celle des trains régionaux, des grandes lignes, et enfin, tout en haut, la gare de l'Eurostar, qui est presque comme un aéroport. Et à l'extérieur, il y a aussi la gare des bus. Dans une gare, et vous avez dû tous le vivre, on est souvent ailleurs, on est parti sans être parti. On regarde sa vie, on regarde les autres, on traîne comme hors de tout, comme sur une scène de théâtre, comme une espèce de place publique. Claire Simon, la réalisatrice, a passé près d'1 an en immersion gare du Nord.
Elle a glané des histoires, des dialogues, et elle a imaginé un projet transmédia original et poétique. Permettez-moi de faire une aparté sur le travail de Claire Simon. Claire Simon est quelqu'un qui mélange depuis très longtemps, dans ses films qui sont allés à Cannes, qui ont eu un grand succès, qui mélange le travail entre la fiction et le documentaire. Dans son dernier film que nous avons produit, Les Bureaux de Dieu, elle fait jouer à des actrices comme Béatrice Dalle, Catherine Deneuve, les rôles d'assistante sociale dans un planning familial, et ce sont les vrais gens qui jouent les rôles des personnes qui viennent consulter. Gare du Nord, c'est exactement le même projet. C'est un projet transmédia composé d'un long métrage de fiction où des personnages inventés, interprétés par Nicole Garcia, François Lambrouille, François Damiens, Reda Kateb, vont vivre une histoire incroyable à travers la gare en y croisant des figures inspirées du réel et interprétées par des comédiens non professionnels. Ce film, coproduit par France 3 Cinéma, sera distribué par Sophie Dulac. Nous venons d'achever le tournage et nous en sommes très contents. À côté, un long métrage documentaire tourné en conditions de cinéma direct où Simon, un passeur, vient à la rencontre des gens qui vivent dans la gare, interroge sa géographie humaine et brosse des portraits de personnes réelles. Il sortira en salle également 6 mois après la sortie de la fiction. Une pièce de théâtre où des acteurs rejouent des scènes réellement vécues. Et le dernier volet qui va nous intéresser maintenant, nous l'avons appelé non pas web documentaire, mais scène digitale. Cette scène digitale permettra d'explorer les lieux de la gare dans ce qu'ils ont de réel et de fantasmatique, en y rencontrant des gens, des histoires, sous la forme d'entretiens documentaires, de scènes de fiction, de textes, de dialogues du réel dit par un acteur sur une scène de théâtre. Un visage, une phrase, une histoire, un dialogue qui nous dit un moment de vie. Le parcours interactif de l'internaute répondra à une topographie émotive. Chaque lieu et chaque heure de la gare est un monde. Selon le moment où vous vous connecterez, vous n'arriverez pas au même endroit, vous ne rencontrerez pas les mêmes gens. C'est pourquoi toutes ces rencontres seront différentes dans cette gare virtuelle. Les différentes approches documentaires, fictionnelles, théâtrales de son projet sont toujours documentées par le réel. Et l'ensemble doit nous documenter sur notre idée du réel. Rien dans le style ne définit ce que c'est. Si ce n'est une seule chose, ça a été. Ces mots, ces personnes filmées, ces dialogues écrits rejoués n'ont rien de pittoresque. Ils sont beaux et émouvants et terriblement vrais. Pourquoi ? Parce que ce sont les nôtres, ce que nous vivons tous les jours. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va continuer notre aventure et on va partir pour un projet danois qui nous a beaucoup plu, qui est un projet qui a été développé par la société Magic Hours Films, Granite Films aussi. C'est un projet qui est très très beau et très émouvant parce que c'est un projet qui donne la parole aux enfants afghans, qui leur donne la parole de manière assez extraordinaire en images. Nous, notre société, on développe un autre projet qui s'appelle le Mobile Film Festival. On est sensible aux projets développés et tournés avec des téléphones mobiles. Et ça, c'est un très très beau projet qui nous donne une autre image que celle qu'on peut avoir dans les JT, dans tous ces événements-là d'un pays qui vit une expérience extrêmement difficile. Je vous en prie, c'est à vous de prendre la parole. Vous avez 5 minutes. Merci. Thank you very much. My name is Henrik Grønnet and this is my... Merci beaucoup. Je m'appelle Henrik Grønnet. Ma coproductrice Cécilia est à mes côtés. Au cours des 3 dernières années, nous avons donné à 30 civils afghans qui vivent derrière la frontière un téléphone portable équipé d'une caméra HD. Et ainsi, nous avons réussi à regrouper plus de 300 heures de rush. Ainsi, nous souhaitons montrer la vie quotidienne de ces personnes dans un pays où nous avons combattu plus longtemps que toute autre guerre. C'est la guerre la plus longue de ce siècle. Ce projet est une coopération internationale de grande ampleur. Je suis certain que toutes les personnes présentes ici connaissent des militaires ou amis de militaires qui ont été en Afghanistan. Mais qu'en est-il des personnes qui sont sur place depuis des décennies? Que ressentent-elles? Personne ne le sait. Pourquoi? Parce que personne n'a la possibilité de les entendre.
ou bien nous écoutons des rapports des militaires ou encore des interviews où l'on voit une personne civile afghane avec le journaliste à l'image derrière lequel se trouve un soldat armé pour protéger le journaliste. Est-ce que c'est vraiment une image réelle? Si nous-mêmes traversons cette frontière, passons en Afghanistan, nous risquons d'être tués, kidnappés. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de donner ces téléphones portables aux civils eux-mêmes. Le résultat est un long métrage documentaire qui sera lancé au mois de novembre dans 8 pays européens. Ce film n'est pour nous qu'une partie, qu'un volet du projet. Un projet Internet sera lancé autour du film et se poursuivra jusqu'à ce que le dernier soldat allié se soit retiré en 2014. Nous continuons donc de filmer, de travailler les contenus et ce sera un projet interactif. Je vais tenter de vous montrer un exemple de notre site, la manière dont il est conçu. C'est très simple, mais je l'espère assez efficace. En effet, après le film, les personnes peuvent poser des questions aux réalisateurs, aux personnes qui ont tourné le film. Nous avons par exemple ici un nom, c'est Rosa d'Allemagne, qui aimerait savoir, par exemple, quel est le pouvoir des talibans. Alors, elle pose cette question et la personne qui a réalisé le film peut sortir, filmer des gens et répondre par la vidéo à cette question qui vient d'une autre partie du monde. Ceci n'était qu'un exemple, mais nous disposons déjà de films au sujet de l'Afghanistan, au sujet des talibans. Et je vais donc vous montrer ces extraits pour voir comment fonctionne notre projet. Hello. Para kutu banyo ka jadan wa shaya wo sale to wa vale salam alaikum sanga joda shukr Allah ta'ala Sara papanya saja tepat sekali bu. څنګه سکار پروسه اسې د ان شاء الله مخه توريږي یو ټانګ پر پورته کوي اسې د ترابل ځای ورته پټ کړه پرون ځای چې ما دا وشوي ان شاء الله مخه توري د خیر سره د افغانستان به تر موږ شي د خیر شي د کنو خدمت نه خدای پامه. Okay, so this is... Voilà donc comment fonctionne notre projet et voilà le degré de proximité que nous atteignons. J'imagine que vous n'avez jamais vu de telles images, à moins d'avoir une famille en prise à une guerre qui prend des vidéos, des projectiles et des balles qui fusent de toutes parts avant de se réfugier dans la cave. C'est donc comme ça qu'ils vivent cette guerre, mais nous avons également de nombreuses images et de nombreuses vidéos sur la vie habituelle des gens, comment se passe un mariage en temps de guerre, Comment vivons-nous dans ce pays? L'Afghanistan est un pays magnifique, ses habitants sont des personnes fantastiques, dotées d'un humour incroyable et nous pouvons donc ainsi avoir des rencontres qui nous amènent vraiment une grande proximité avec cette population. Comment fonctionnons-nous? Nous nous sommes adressés à des universités, à des établissements d'enseignement secondaire en Europe et aux États-Unis qui ont manifesté leur intérêt pour le projet. Nous abordons des sujets tels que l'islam, la présence militaire, la production d'opium, etc. Même des militaires qui ont entendu parler du projet ont été tout à fait enthousiasmés et ont dit que ça leur donnait une première impression des personnes pour lesquelles elles allaient lutter, qu'elles allaient protéger ou contre lesquelles ils allaient se battre. Donc je dirais que si nous pouvons jeter un pont entre la population afghane et le reste du monde, nous aurons accompli notre mission.
Nous avons sécurisé 60% de notre budget jusqu'à présent, nous avons 200 000 € pour la plateforme Internet et nous espérons pouvoir discuter des autres financements restants avec certains d'entre vous. Nous avons un projet total qui comprend le film et les autres éléments autour. Et nous allons marquer un pas dans l'histoire avec ce projet. Merci beaucoup. Alors, il y a sur le site que vous pourrez aller découvrir, comme le décrivait notre speaker, qui présente aussi des scènes d'enfants, des scènes de vie au quotidien et pas que des scènes de guerre. On va continuer avec un très beau projet français de WAC Media qui s'appelle Ukiyo-e, si je prononce bien, et qui s'appelle Histoire d'un monde flottant et qui nous raconte la merveilleuse histoire du succès du manga en France, qui est un succès incroyable, manga qui est né au Japon comme tout le monde le sait. Messieurs, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous, Alexandre Maubert, auteur-réalisateur de Ukiyo-e, Histoire du monde flottant. Je suis diplômé du Frénois au Studio national des arts contemporains et cette année lauréat Nouvelles images de la Villa Médicis au Japon avec le projet Ukiyo-e. Bonjour, Julien Trizac, producteur chez WAC Media. Donc on est une société de production audiovisuelle et cross-média. C'est un projet qu'on coproduit avec WAC Anime, qui est éditeur et diffuseur de mangas sur le marché francophone. Ukiyo-e est un projet donc transmédia qui met en avant une réflexion sur le piratage de contenu culturel sur Internet au travers du prisme de l'animation japonaise. Les pirates sont aussi connus sous le nom de Team de Fansub, cette communauté d'individus qui s'organisent afin de numériser des animations, en général depuis la télé japonaise, les traduisent, les sous-titrent et les rendent disponibles gratuitement pour le plus grand nombre. Le phénomène a grandi et en attirant l'attention des diffuseurs légaux a permis de lancer le point de départ d'une industrie viable, en particulier en France. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que la France est le deuxième marché mondial pour la japanimation et le manga, juste devant la Belgique et la Suisse. D'ailleurs, alors qu'aujourd'hui les grandes industries combattent farouchement le piratage et en appellent aux États, il est remarquable de voir que dans ce cas, le piratage a su insuffler une mutation de l'offre. Encore aujourd'hui, les pirates offrent un baromètre des tendances au cœur même de son propre public. Afin de rester au plus proche de notre sujet et de son contexte de diffusion, nous avons adopté le format court, format traditionnel de l'animation japonaise, et coupé notre histoire en 4 expériences de 26 minutes. Chaque épisode s'inspire de l'univers d'un studio célèbre et nous immerge au cœur de l'univers de leurs auteurs, véritables stars au Japon, pour nous conduire jusqu'en France, où nous plongerons le spectateur dans le monde du fansub et de ses principaux acteurs. L'épisode 1, Au Royaume des Nuages, nous montre comment le manga et la japanimation se nourrissent encore de l'histoire du Japon. L'épisode 2, Par-delà les mondes, nous montre comment les créateurs et les consommateurs se rejoignent dans un besoin d'évasion autour des mondes fantastiques et des légendes urbaines. L'épisode 3, Nous sommes déjà, nous explique comment la jeunesse japonaise se jette à corps perdu dans la japanimation avec l'espoir d'y trouver peut-être un avenir meilleur. L'épisode 4, Dans l'ère des pirates, nous montre comment le créateur le plus mythique de l'animation japonaise est à l'origine d'un bouleversement profond des codes de la consommation culturelle sur Internet. Concernant la diffusion, on a prévu une plateforme, un player multi-device, donc on va avoir une plateforme web. On va utiliser aussi les set-top box avec des partenaires qui sont en cours de validation. On va utiliser le second écran en complément, mais aussi comme player propre. Et ce qui est important et remarquable dans notre projet, c'est qu'il y a une installation artistique qui est prévue, qui sera notamment exposée au Centre Pompidou en 2013. Pour mieux comprendre et pénétrer cet univers interconnecté, nous avons choisi de filmer à l'aide d'une caméra 360 degrés sphérique. Évocation de la nébuleuse du web, être au plus proche des protagonistes au travers d'une expérience immersive, le cinéma 360 degrés offre de nouvelles possibilités narratives, de nouvelles possibilités de mise en scène, mais aussi de diffusion. Ainsi, la narration nous entraîne tour à tour du côté du documentaire et de la fiction, notre point de vue aussi entre un point de vue omniscient et la position subjective d'un personnage. Nous plongeons au cœur des échanges de divers intervenants. Donc là, c'est un exemple d'un partenaire technologique donc c'est 2DK, c'est une caméra qui existe sur le marché. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous les codes de la narration à réinventer pour pouvoir raconter des histoires en 360. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire. Il y a aussi le player à développer. Donc il y a vraiment une innovation technologique, mais aussi de contenu sur la narration et la façon de filmer et de pouvoir créer nos séquences.
Niveau budget, donc on a un budget total de 409 000 €. On a déjà réuni un peu plus de la moitié, donc 88 000 € en numéraire et le reste en industrie. Donc on tenait à remercier nos partenaires, donc le Centre Pompidou, le Fonds Expérience Interactive du Pôle Image Nord-Pas-de-Calais, l'ASCAM, la bourse Pierre Schaeffer, le Lab La Banque, l'Institut français, Microsoft Research, qui va s'occuper du développement de la version Xbox et Kinect, et le CNC pour l'aide au développement de nouveaux médias, et on espère l'aide à la production. Merci à tous, et si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Merci à vous, merci beaucoup. Quand on vous disait Where Content Meets Technology, voilà un exemple extrêmement intéressant. Merci à eux. Un projet grec maintenant, qu'on est très heureux d'accueillir. Son nom dit un peu tout, What Crisis. Ce qui nous a beaucoup touché dans ce projet qui a été développé, c'est de nous faire toucher la crise, dans l'humain et dans la capacité que ça a à détruire des vies. Voilà, ils l'ont extrêmement bien réalisé. Je vous laisse en parler. Thank you. My name is Steve Krikris. I'm a film director. Je m'appelle Steve Krikris. Je suis réalisateur et producteur de films. Je suis accompagnée de Annabella Ronis, productrice, et Goudmapa Passava, journaliste. Notre projet, la crise, quelle crise, a été lancé afin de faire entendre la voix des personnes au quotidien et la manière dont elles sont touchées par la crise économique en Grèce. À l'heure où nous parlons, ce pays est en train de subir des changements politiques et sociaux de grande ampleur, tout comme de nombreux pays européens. Cette crise touche la vie des personnes à l'intérieur et au-delà des frontières nationales. Elle a même affecté l'unité et l'identité de l'Union européenne elle-même. Notre projet est une série de courts-métrages, de témoignages qui sont tournés sur un lieu particulier. Il est conçu comme une série web documentaire ou comme une série télévisée qui est étayée par des pages internet particulièrement conçues à cet effet. Nous allons mener des entretiens avec des personnes issues de milieux, de métiers différents et animés de différentes attentes et dans des états psychologiques, mais qui sont toutes confrontées au même problème. Que faire afin de réadapter leur mode et conditions de vie sous la pression du changement de leur situation financière? Toute personne a une histoire à raconter. Nous souhaitons obtenir des histoires personnelles qui ne soient pas prétentieuses, qui soient inattendues et qui présentent une diversité. Il ne s'agit pas d'un reportage, ni d'une analyse rigide et biaisée sur les répercussions de la crise mondiale, ni d'aucun de ces contenus dont nous sommes assaillis par les médias de masse. Nous considérons qu'il s'agit d'une série d'aveux honnêtes et sincères. Nous ne voulons pas interférer ou suggérer, proposer aux personnes ce qu'elles doivent dire, ni les pousser dans un sens ou dans un autre. Nous souhaitons qu'elles soient personnelles et sincères. Nous sommes convaincus que l'une des forces de ce projet, c'est justement le fait de saisir et garder la trace de cette vulnérabilité qui parfois devient une force nouvelle ou à l'inverse se traduit par le désespoir. Par conséquent, ce projet est pour moi une cartographie des émotions, interactions, réactions et décisions ou indécisions des êtres humains lorsqu'ils sont confrontés à une société en changement spectaculaire. Les témoignages sont intéressants chacun en tant que tel, mais également en tant que tous mis ensemble. Il est pour moi tout à fait intéressant de les assembler pour créer un grand puzzle d'histoires juxtaposées les unes à côté des autres. Ce projet vise non seulement la Grèce, mais également d'autres pays comme l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, l'Italie ou la France, qui sont en proie à des expériences et des défis du même type. Le projet est conçu essentiellement comme une symphonie de récits courts et non linéaires, une sorte de cartographie conceptuelle de la société en transition. Cela nous offre un regard anthropologique sur les Européens qui sont aujourd'hui contraints de réformer leur vie face à l'incertitude de l'avenir. Il pourrait donc s'agir de l'écrire une page de l'histoire. Nous, comme vous pouvez, allons vous montrer un extrait.
ζωή μου άρχισε να αλλάζει όταν ξαφνικά έχασα τη δουλειά μου. Το 2011 χρωστούσα πολλά ενίκια και από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκα στον δρόμο. Αισθάνθηκα ότι έφευγε το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Μάζεψα λίγα ρούχα, λίγα βιβλία, 10 βραστά αυγά και με 3 ευρώ και 70 λεπτά βρέθηκα μια νύχτα στο πάρκο. Το να βλέπεις τους ανθρώπους σε αυτήν την κατάσταση σε μια χώρα με τόση ιστορία είναι πολύ στενάχωρο. Θεωρώ τον εαυτό μου λίγο από τους τυχερούς. Το σπίτι μου δεν κινδυνεύει, να μου το πάρουν οι τράπεζες ας πούμε. Είμαι σε μια εταιρεία η οποία φαινομενικά αντέχει. Βέβαια έχω υποστεί 2 μειώσεις στο μισθό μου μέχρι σήμερα. Πράγμα που έχει επηρεάσει πάρα πολύ την καθημερινότητά μου. Έχω σταματήσει τις πολλές μετακινήσεις, διότι η βενζίνη κοστίζει. Δεν υπήρχε κάτι που να μας κάνει να προβλέψουμε το πού θα καταλήγαμε σήμερα εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι η ζωή μας θα είναι έτσι από εδώ και πέρα. Και αυτό, ναι, με φοβίζει πάρα πολύ. Η φυλή μας έχει μάθει να επιβιώνει στα δύσκολα. Και δεν σας το κρύβω ότι παρόλες τις δυσκολίες έχω αισιοδοξία για το μέλλον. Ναι, πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. So we hear in this. Nous sommes donc ici à ce marché pour trouver des partenaires qui nous aideront à réaliser ce projet et à lui apporter une grande ouverture. Merci beaucoup. C'est norvégien, Two Times Anne, qui nous rejoint, qui a été développé par la société de production We Need More Data. Please come. C'est un projet qu'on a trouvé extrêmement mondial et très transmédia, mais que je vais vous laisser présenter plus en détail. Thank you very much. Thank you. Hello, my name is Catherine. Okay, hello. Can you see me? Est-ce que vous me voyez? Merci de nous avoir invités pour présenter ce projet. Nous souhaitons rapporter les valeurs d'un projet de divertissement pédagogique qui relie l'engagement social et le récit interactif. Il s'agit de construire un réseau social en utilisant une série internet fictive et interactive. De quoi s'agit-il ? La cible, ce sont des filles âgées de 13 à 17 ans. Pour cette série, il nous faut 2 personnages, 2 jeunes filles qui s'appellent toutes les 2 Anne et vivent dans 2 différentes villes de cette planète et qui ne se connaissent pas encore. La vidéo, s'il vous plaît. You have a double. Darling, open the door for God's sake. All I did was to suggest a minor correction and surgery of your nose. Fuck you. You are late. Take out the trash. Walking westward in a corridor. On my mind, never thought that someone stranger starting out to get me. Excuse-moi. Il y a quelque chose que j'ai besoin. Aide-moi. Excuse-moi. Il y a quelque chose que j'ai besoin. Aide-moi. Then a strange feeling entered their bodies. As if they knew what this was. 2 girls, a myth. 2 boys, and a mystery. Only to be solved by being you, finding me. Join the myth,
Join the mystery. Yes. Il y a un mythe selon lequel, quelque part sur la planète, nous avons tous un double et une âme sœur. Et c'est l'idée centrale de notre projet Two Times Anne. Nous souhaitons créer un lieu de rencontre universel sur lequel il serait possible de voyager. Les filles pourraient voyager à travers les cultures, traverser les frontières, quel que soit leur contexte, leur éducation, leur milieu économique d'origine. Nous allons construire une communauté avec cette série Internet qui sera augmentée d'un blog vidéo et d'un site Internet. Les deux ânes demanderont le soutien, l'aide et les conseils du public. Ce lieu sera un lieu où collaborer et partager ses expériences. Nous avons également la possibilité d'envisager le contenu futur du blog vidéo. Lorsque les deux jeunes filles se retrouvent impliquées dans un mystère, alors nous avons des indices qui apparaissent et qui créent un lien entre les personnages de la fiction et l'histoire pour aller jusqu'au fond de notre intrigue. Il y aura sur l'écran des éléments qui apparaîtront, par exemple un sujet, une question, une idée ou un indice mystère. Si vous cliquez sur le symbole, vous serez renvoyé vers le site internet où trouvez plus d'informations. Les informations disponibles sur ce site internet le seront sans cesse et feront avancer le contenu de l'histoire de Two Times Anne. L'objectif de ce projet est de permettre à notre public d'apprendre, de s'amuser, d'être doté d'une conscience sociale, de créer des liens et de mettre en commun des histoires. C'est très important. Nous sommes un petit think tank, nous sommes des écrivains, scénaristes, concepteurs de contenu numérique et nous cherchons des producteurs, des chaînes, des investisseurs qui peuvent nous aider à développer le projet. Et si vous souhaitez nous aider, si vous avez trouvé votre âme sœur, venez donc nous parler. Merci de votre attention. On va continuer avec une production française qui s'appelle I Goth My World. Ceux qui l'ont peut-être vu hier dans le workshop avec KissKissBankBank pour expliquer comment ils ont levé de l'argent en crowdfunding. Et ils vont vous raconter tout ce que vous avez jamais osé demander sur le gothique. Ils vont vous le raconter. Voilà, c'est à vous. Bonjour à tous, je me présente rapidement. Je suis Isabelle Viel, je travaille pour la société Cargo Culte Productions et nous allons donc vous présenter le projet I Goth My World avec Brice Lambert, un des auteurs. Après la vidéo, s'il vous plaît. 1, 2, 3, fuck me. 1, 2, 3, dance with me. 1, 2, 3, move your feet. 1, 2, 3, dance with me. 1, 2, 3, move your feet. 1, 2, 3, feel the beat. 1, 2, 3, fuck me. 1, 2, 3, dance with me. 1, 2, 3, fuck me. Quand on rentre dans le milieu gothique, c'est avant tout une passion. C'est une passion, c'est de la musique, c'est des rencontres, c'est quelque chose qu'on vit pratiquement au quotidien et qu'on n'a pas forcément envie de partager parce que partager ça avec tout le monde, ça serait peut-être le perdre aussi, quoi. Donc je dirais pour vivre heureux, vivons cachés quelque part. C'est un côté théâtral effectivement qui passe par l'image, vu l'importance du look, mais qui serait bien vite si on n'y ajoutait pas des références littéraires. Sans littérature, le milieu, à mon avis, ne perdurerait pas. Je vous cite Musset, les chants les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en connais qui sont de purs sanglots. N'importe quel gothique pourrait se retrouver dans cette citation. La plupart des goths sont athées, et moi je suis catholique, je fais partie de ceux qui sont catholiques. Comme je suis catholique, je peux pas être satanique, donc ça se fait pas de me traiter de satanique alors que je suis carrément le contraire. Les gens, quand ils entendent soirée gothique, et pour eux, on a ramené une personne là-bas, une soi-disant fille vierge, on la sacrifie, j'ai déjà entendu parler de ça. Mais ouais, les gens, il faudrait qu'ils viennent dans les soirées, quoi.
et qui voient qu'on fait juste la fête. 1, 2, 3. Dance with me. 1, 2, 3. Move your feet. 1, 2, 3. Feel the beat. 1, 2, 3. Energy. Bonjour à tous, très heureux d'être ici parmi vous pour vous présenter ce projet. Je vais peut-être un peu commencer en vous racontant comment tout ça a débuté. En fait, nous sommes donc 3 auteurs sur ce projet. On était tous 3 étudiants, donc 2 en journalisme. Guillaume et Avril, malheureusement, ne peuvent pas être là parmi nous aujourd'hui. 2 étudiants en journalisme, Guillaume et moi, et Avril, une étudiante en graphisme. On a commencé ce projet parce qu'on était tous les 3 intéressés par ce qu'on appelle les nouveaux médias et le web documentaire. Et on a décidé, pendant nos études, de se lancer dans un projet. Donc, comment on en est venu là ? On est tombé dans nos recherches sur un événement qui a un intitulé un peu intriguant, qui s'appelait la Journée nationale de la culture gothique française, et qui se déroulait dans un petit village à côté de Strasbourg. Donc c'était assez mystérieux en soi, et on a commencé à s'intéresser à ce mouvement. Ce mouvement, c'est un mouvement qu'on appelle contre-culture ou subculture en anglais, qui a 30 ans d'existence. Ça a commencé fin des années 70, début 80 sur les cendres du punk, et ça s'est développé jusqu'à maintenant. Ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que c'est un mouvement caché, mais qui continue de perdurer. Les contre-cultures finissent en général par rentrer dans ce qu'on appelle la culture mainstream. C'est pas le cas de ce mouvement, ou en tout cas 2 types de mouvements cohabitent. Plus on est rentré dans les soirées, dans les clubs, dans les festivals en Allemagne, dans les caves de Paris, plus on a découvert un milieu riche, varié, en musique, en style vestimentaire, en culture. Je vais vous raconter une petite histoire qui est l'une des histoires qui est racontée dans ce web documentaire. On a rencontré un musicien qui s'appelle Mary Dinelon, un musicien irlandais qui nous raconte les origines de son groupe. Et il se trouve qu'ils ont commencé en Irlande, dans une rue, c'était une bande de copains, et ils ont voulu faire un projet qui était un projet à 2 facettes, 2 groupes. Il y avait un groupe qui était un groupe sombre, théâtral, underground, et un groupe beaucoup plus pop, beaucoup plus facile à écouter. Et ben, il se trouve que le groupe théâtral s'appelle les Virgin Prunes, et l'autre groupe que vous connaissez tous s'appelle U2. En plongeant dans ce milieu, on a découvert plein d'histoires à raconter, et on a essayé de rendre compte dans ce web documentaire autour de 3 portraits, de 3 gothiques, issus de 3 générations, et de bonus participatifs interactifs. Ce projet est aussi un documentaire de 26 minutes, et nous sommes évidemment à votre disposition pour vous donner beaucoup plus d'informations, et on sera là-bas. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer. On a tous eu l'expérience de voir des choses dans la nuit, des choses dans le ciel, et de se poser des questions par rapport à ça. Ben, ils vont nous amener des réponses. Ça s'appelle The Skywatchers Investigation. C'est une société danoise, Knapnock Games. Et on a un ordinateur qui met du temps, mais tout va bien. Voilà, ils vont nous raconter tout ça, cette expérience de la nuit, cette expérience du ciel, et des choses qui vont tous nous intriguer. C'est à vous, vous avez 5 minutes. Hello, my name is Suvi and bonjour, je m'appelle Suvi. Je suis la réalisatrice de ce projet. J'ai commencé ce documentaire Skywatcher pour lequel j'ai mené des recherches 5 années durant. J'ai mené ces recherches en créant un univers interactif. C'est pour ça que j'ai commencé à collaborer avec Diana, qui est également dans le public et qui a produit ce film. J'apprécie particulièrement son approche et son ouverture d'esprit dans son approche des jeux.
De quoi s'agit-il, notre enquête Skywatchers? Il s'agit de l'histoire de phénomènes lumineux non élucidés partout à travers le monde. Vous êtes sans doute nombreux à vous demander ce que sont ces lumières que l'on voit souvent apparaître dans des pays désolés, qui sont imprévisibles, qui peuvent apparaître et disparaître automatiquement, entre-temps changer de couleur et nous laisser un sentiment de peur, de curiosité, d'émerveillement. Vous allez pouvoir visualiser un trailer de ce projet. Oh! Wow! Fucking shit! Fy fan, har du sett? Då försökte. Y ahí se quedó clavado el tipo. Ahí se agrandó, ¿no? Där då! Nej, det beväger sig! Nej! Check! Fan i helvete! Take a video. Nice one. Oh, developed to third light. Oh, lovely. Brilliant. Oh, yes. All worth waiting for. Oh, my goodness. It's like the sky's on fire. Yeah. Donc, notre univers transmédia vous permet de devenir un enquêteur sur ces phénomènes lumineux. Vous pouvez, à travers un jeu en réalité augmentée pour les smartphones, mener cette recherche ou encore comparer et mettre au défi les résultats de votre recherche avec le documentaire. Prenons le premier exemple. Je suis un utilisateur potentiel de ce jeu. Je vois un phénomène lumineux. Je l'ai vu en Argentine et depuis, je n'arrête pas d'y penser. Donc, j'ai cherché des informations sur ces phénomènes sur Internet et je suis tombée sur le site Internet de recherche et d'enquête Skywatchers. Je peux, sur ce site Internet, mener ma propre enquête dans un jeu de imitation de la vie réelle et résoudre le mystère. J'ai remarqué que je peux télécharger ce que je vois pour en faire des preuves, ou je peux débattre des autres preuves amenées par les autres chercheurs. Je peux explorer une cartographie des lumières et des preuves qui ont été montées. Si je clique sur cette lumière sur la carte, je peux voir des vidéos, des photos issues des preuves et des observations faites par d'autres personnes. Celle que j'ai vue, cet phénomène lumineux en Argentine, était orange. Donc je choisis de ne voir que les phénomènes orange et de voir si leur répartition correspond à une certaine logique. Il y a dans certaines zones des concentrations de phénomènes lumineux. Je peux zoomer pour les voir en détail. On voit que j'aperçois que les phénomènes lumineux orange se trouvent toujours dans les régions montagneuses. C'est déjà une première conclusion. Ensuite, je poursuis. Enfin, où est-ce que je pourrais aller pour mes prochaines vacances? J'ai vu qu'il y a un jeu de réalité augmentée dans lequel je peux visiter des sites réels. J'aime passer du temps en extérieur. Je trouve que voyager avec une mission, un objectif particulier est vraiment intéressant. Donc je décide d'aller en Norvège à la recherche des lumières et de poursuivre ma cartographie et mon exploration. Je sens le vent sur mon visage. Grâce à mon jeu de réalité augmentée, je vois les lumières dans le paysage comme si elles étaient juste en face de moi. C'est la prochaine lumière. Il faut que je continue sur cette route, 500 mètres. Je continue ma mission. Enfin, j'ai pu rencontrer des personnes, par exemple à l'épicerie locale, leur poser des questions pour rassembler plus de preuves et obtenir un meilleur score. Vous voyez, sur ce site, il n'y a pas uniquement ce site, il y a également un documentaire sur les observateurs du ciel. J'ai regardé ce documentaire qui ne fait que rendre le mystère encore plus complexe et je suis partagée entre différents points de vue.
Je pense que je suis du même avis que d'autres observateurs du ciel qui ont l'idée que quelque chose de plus fort que nous, plus grand que nous est dans le ciel. Ainsi, nous avons un univers interactif que nous avons véritablement mis en place. Nous cherchons des diffuseurs, des financeurs. Le documentaire en est à la phase de post-production. Le dernier tournage aura lieu en juillet. Nous développons le concept et cherchons une production pour notre contenu. Merci beaucoup. On va. Merci. Voilà, on a vu 9 projets. On va terminer avec un dernier qui nous tient particulièrement à cœur. C'est une société qui s'appelle Bridges. Ils étaient déjà là l'année dernière. Ce n'est pas du favoritisme. Le comité de sélection a changé, je vous le promets. Mais on trouve qu'ils sont hyper créatifs. Ils ont des concepts qui sont très forts, très transmédia et une très belle écriture. Le projet s'appelle le SUM. Messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup et on est très heureux d'être invités à nouveau. Je présenterai Miro Boulet et Eric Pellegrin, on est les 2 producteurs du SUM. En fait, au départ du SUM, il y a eu l'envie de faire un programme pour les adolescents dans une classe de seconde, des gens qui ont 16 ans, et on s'est demandé où est-ce qu'on pouvait aller les trouver, qu'est-ce qui serait le plus pertinent, et on s'est dit qu'il y avait plus ou moins 2 types de situations. Il y avait un premier endroit qui était les toilettes de lycée, qui est un environnement un peu particulier parce qu'il est un peu à l'extérieur de toute de sociabilité, parce que c'est là où on va échanger les derniers ragots, qu'on va gueuler sur une mauvaise note qu'on a eue, qu'on va échanger des messages d'amour, etc. Et une autre situation qui est lorsque les adolescents sont face aux adultes, à la maison, où on a à la fois le pire et le meilleur des adolescents, que ce soit dans la négociation d'une sortie, du samedi soir, dans la négociation de pas mal de choses en fait, et à la fois face par exemple à un conseil de classe où on va se justifier de son comportement pendant l'année, ce genre de choses. En fait, ces 2 types de situations nous ont paru assez cohérentes parce qu'elles dressaient, on va dire entre les 2, un peu la construction de l'identité d'un jeune adulte. C'est-à-dire à la fois lorsqu'il est tout seul et qu'il peut s'exprimer par lui-même, et lorsqu'il est face aux adultes dans un comportement quelque part emprunté. Et ça a un peu tiré notre ligne d'intrigue. Pour nous, les jeunes ont une expression qui est avoir le seum, qui signifie plus ou moins avoir la haine. Et cette ligne d'intrigue, c'est comment est-ce que ces jeunes au quotidien font pour ne pas avoir le seum en permanence. Pour nous, à 16 ans, on est un peu perdant sur les 2 tableaux. À la fois, on est rarement aussi cool qu'on voudrait l'être avec ses amis, et d'un autre côté, on est rarement bien sous tout rapport, ou comme voudrait qu'on le soit à nos parents. Voilà cette ligne d'intrigue, et donc on a décidé d'en faire une fiction transmédia, avec d'un côté les situations face aux adultes qui vont se retrouver en télé, et d'un autre côté, lorsqu'on est seul sur le web, où disons que ça correspond à un usage que va vous décrire un peu plus Rémi. Donc on a constaté que les usages des jeunes face aux médias étaient un peu spéciaux. Quand ils regardent la télé, c'est souvent dans un mode familial, un peu le rendez-vous familial de la journée. Quand ils consomment des vidéos sur Internet, c'est plus dans leur chambre d'adolescents ou alors entre amis. On a aussi constaté qu'ils envoyaient un nombre de textos qui était assez hallucinant tous les jours. Et enfin, que la grande majorité d'entre eux, voire la totalité d'entre eux, avaient des profils sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook. Du coup, on a imaginé un programme qui se compose de 2 séries. Un programme court en télévision, où on verrait du coup les jeunes face aux autorités qui côtoient quotidiennement. Donc ce sera les profs, bien sûr, les surveillants et évidemment leurs parents. D'une web-série dans les toilettes du lycée, parfois du côté des filles, parfois du côté des garçons, et aussi parfois il y aura des interactions entre les deux lieux. Et enfin, on a imaginé 2 extensions transmédia à ce dispositif, qui sont une application mobile où on pourra suivre les échanges de SMS entre les ados entre eux, entre nos 7 personnages entre eux, ou entre les personnages et leurs parents, et un podcast radio qui serait une sorte de journal de lycée 2.0 où chacun de nos personnages fera des chroniques, donnera ses coups de cœur, ses coups de gueule et tout ça. Et le tout, bien sûr, avec un gros travail sur les réseaux sociaux de community management. Ce qui nous a tenu à cœur dans cette série, c'est en fait
encore une fois, d'être pertinent. On voulait non pas rire des ados, mais rire avec eux, faire un programme familial qui soit centré sur eux. Donc on a 7 caractères qui sont un peu caricaturaux encore. Notre idée pour ça, on a on va dire showrunner, un directeur d'écriture, et 2 auteurs qui sont un peu plus jeunes. Et on va aller chercher des jeunes qui sont en ligue d'impro, qui sont dans les ateliers théâtre et qu'on va intégrer au processus d'écriture. Le tout encadré évidemment par notre équipe. Toute l'idée de ce programme, c'est de pouvoir lire entre les lignes, entre les différents épisodes sur le web, en télé et dans les, on va dire, bonus transmédia qu'on a, disons, les histoires qui se créent à l'adolescence, l'identité qui se construit. Voilà, on est en plein développement. C'est un peu le début de l'aventure du SOM. Si les diffuseurs ou des gens veulent venir en discuter avec nous et s'intéressent au projet, on serait ravis de continuer la discussion. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on a fini tous les pitchs. Hier 10, aujourd'hui 10 encore. Merci à tous les producteurs, à tous les créateurs qui sont venus nous voir ici à Paris. On est très heureux de vous accueillir. Le marché va continuer, l'événement va continuer. Mais en tout cas, merci pour vos pitchs, merci pour votre créativité. Le déjeuner maintenant. Et puis on se retrouve cet après-midi pour 2 débats. Un débat sur jeux vidéo et transmédia et un débat sur le brand content. Comprendre comment on travaille avec les marques. À tout à l'heure, merci.